Bien, bonjour tout le monde. Je suis Isidore Kemaoufoutabon, consultant Kaizen au Cameroun. Je vais partager avec vous pendant ces quelques minutes sur le comité qualité ou alors le comité Kaizen de la qualité et l'esprit d'équipe. Bien, l'objectif de ce module, on a trois objectifs principaux. Le premier, c'est montrer l'importance du comité qualité dans le processus de mise en œuvre du Kaizen dans une organisation. Ensuite, définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes dans le processus de mise en œuvre du comité qualité. Et enfin, assurer la pérennité des activités Kaizen dans une entreprise ou dans une organisation. Le mot Kaizen est revenu plusieurs fois déjà. Le Kaizen, en fait, c'est une philosophie, une technique qui utilise un ensemble d'outils pour améliorer de manière continue la qualité et la productivité dans une organisation avec l'implication de tous, c'est-à-dire les managers, les employés, et évidemment avec des coûts relativement faibles. Qu'est-ce qu'un comité Kaizen de la qualité? Ou alors un comité qualité en abrégé? Le comité qualité est un petit groupe, idéalement moins de 7 personnes, composé d'employés d'une unité de travail qui contrôlent et améliorent continuellement la qualité de leurs produits ou de leurs services. Oui. Dans une unité de travail, un groupe de personnes peuvent se mettre ensemble, 3, 5 ou 7 personnes tout au plus, pour trouver les voies et moyens de contrôler et d'améliorer de manière permanente la qualité des produits et services de leur unité de travail. Et ceci en utilisant les concepts et les techniques de contrôle de la qualité et d'outils et les outils d'amélioration de la qualité de la productivité. Ils vont donc développer une certaine créativité en travaillant ensemble. Chacun va apporter sa contribution pour développer une certaine créativité, ce qui aura pour conséquence d'encourager le perfectionnement mutuel de leurs compétences. Ils vont s'améliorer mutuellement et ils vont être meilleurs. Les activités du comité qualité visent trois choses prioritairement. Un, développer les attitudes des membres pour atteindre l'autoréalisation. C'est-à-dire, en réfléchissant en groupe, pour essayer de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes qu'on rencontre dans notre unité de travail, nous nous améliorons mutuellement. Et naturellement, nous rendons notre lieu de travail plus agréable, plus dynamique et plus satisfaisant. Et enfin, cela permet d'améliorer la satisfaction des clients et d'apporter une contribution à la bonne marche de l'entreprise. Donc, c'est toujours une très bonne chose lorsque des gens qui travaillent dans une unité de travail, dans une unité de production, peuvent se mettre ensemble sans avoir la pression de la hiérarchie pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes auxquels ils font face dans leur lieu de travail. Comment est-ce qu'on met donc en œuvre les activités du comité qualité? Un, le comité qualité doit tenir régulièrement des réunions pour débattre des résolutions des problèmes de l'organisation ou de l'unité de travail. Donc, il faut que ce soit systématique. Des réunions, ça peut être une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, mais nous recommandons pour un début une fois toutes les semaines. Les réunions du comité qualité se tiennent naturellement une fois toutes les semaines, comme je l'ai dit, et la tenue de ces réunions peut se faire aux heures de travail ou en dehors des heures de travail. Ça dépend de la politique qui est mise en place par l'organisation. Comment est-ce qu'un comité qualité doit être composé? Comme je l'ai dit plus haut, le comité qualité doit avoir de préférence 3, 5 ou 7 employés de la même unité de travail. Nous préférons un nombre impair pour qu'ils puissent être capables de trancher par peut-être élection, par vote, s'ils jugeaient cela nécessaire. Il est possible d'avoir plusieurs comités qualité dans une organisation. Parce que lorsqu'on dit 3, 5 ou 7, alors il y a lieu que vous posez la question de savoir, dans une organisation de 100, 200, 300, 1000 personnes, comment est-ce qu'on fait? Dans une telle organisation, vous pouvez avoir plus de 20 comités qualité. Voilà. Chaque unité, chaque bloc, chaque département, chaque service peut avoir un comité qualité. Un comité qualité est habituellement constitué des collègues de la même unité de travail, comme je l'ai dit, et outre ces employés de la même unité de travail, les cadres, les managers peuvent participer aux activités du comité qualité pour améliorer l'esprit d'équipe, la cohésion et pour donner aux collaborateurs les meilleures informations, les meilleurs outils nécessaires pour mener à bien leur mission. Le comité qualité
a des responsabilités. Il y a des responsabilités et les managers, les chefs d'entreprise ont des responsabilités également pour qu'un comité qualité marche très bien. Pour cela, ils doivent pouvoir expliquer le concept et le fonctionnement du comité qualité aux employés et les encourager à mettre en place ces comités qualité dans leurs unités de travail. En fait, ce n'est pas quelque chose qui naît de manière spontanée au milieu des employés. Non, il faut que la hiérarchie, que le management de l'entreprise ou de l'organisation encourage les employés à se mettre en groupe. Parce que nous savons, il y a des organisations où lorsque les employés se mettent en groupe, c'est considéré comme un peu de la subversion. Non, dans ce cas, c'est les managers qui doivent encourager les employés à se mettre en groupe pour réfléchir et proposer des solutions d'amélioration aux problèmes auxquels font face cette organisation. Les managers doivent également définir les objectifs et les résultats attendus des activités des comités qualité, conformément aux objectifs globaux de l'organisation. Parce qu'une organisation, normalement, a une vision, des missions, un plan stratégique qui peut être donc décliné en plan opérationnel et en activités opérationnelles qui peuvent se faire dans chaque département, dans chaque service ou dans chaque unité de travail. Alors, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de partager ce genre d'informations, ce genre d'objectifs et des résultats attendus pour permettre au comité qualité de contribuer effectivement à la réalisation de ces résultats. Il est important également que le chef d'entreprise puisse débattre des activités du comité qualité avec les autres managers. Parce que dans une organisation, certains managers qui sont en marche peuvent penser qu'il y a une dualité au niveau de la gestion de l'entreprise, que les comités qualité commencent à prendre des initiatives qui vont au-delà de leur mission. Mais si le chef d'entreprise, le chef de l'organisation discute avec les cadres et leur fait comprendre le bien fondé du comité qualité et les encourage à participer à ces comités qualité, évidemment, cela ne peut qu'améliorer les résultats escomptés. Ils doivent également soutenir ces comités qualité face aux difficultés auxquelles ils feront face à travers des formations, des coachings, des conseils. Parce qu'un groupe de personnes d'une unité de travail qui se met ensemble pour travailler, pour améliorer, ça ne veut pas dire qu'ils sont subitement devenus des as du management et qu'ils ont la science infuse. Ils ont besoin d'être coachés pour pouvoir gérer une équipe de travail, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir débattre de manière ordonnée et de manière productive. Et pour cela, le chef d'entreprise peut être d'un grand secours. Et naturellement, le chef d'entreprise doit pouvoir aller à la source pour vérifier les informations par lui-même afin de s'assurer qu'il a les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Parce que c'est très important. Dans un comité qualité, il faut toujours qu'il y ait un responsable. Et le leader et son adjoint doivent être choisis parmi les employés de l'unité de travail. Donc, un comité qualité d'un département ne peut pas avoir pour leader quelqu'un qui vient d'un autre département. Les leaders doivent être des personnes qui sont proches des employés et qui ont une connaissance approfondie de leur unité de travail. Donc, ça doit être des employés exemplaires aux yeux de leurs propres collègues et évidemment aux yeux de la hiérarchie. Et ces leaders doivent pouvoir planifier et superviser les activités du comité qualité, faire participer et motiver les employés et les membres de l'équipe, faciliter la collaboration entre le comité qualité et le management de l'entreprise. Et pour cela, nous avons défini un certain nombre de thèmes de référence qui sont affectés au comité qualité, évidemment, qui sont la responsabilité du responsable qualité qui doit veiller à ce que cela soit fait. Notamment, tenir chaque semaine ou à intervalle de temps régulier et prédéfini une réunion du comité qualité. Donc, si le groupe qui constitue le comité qualité a décidé d'avoir les réunions une fois par semaine, tous les jeudis par exemple, ou tous les vendredis, il faudrait que le responsable qualité veille à ce que cela soit fait. Il doit naturellement vérifier l'état d'avancement des plans d'action qui lui ont été transmis par la hiérarchie ou alors qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Et donc, la hiérarchie a tout de même approuvé. Et en fonction du niveau d'évolution de ces plans d'action, ils vont les réactualiser ou carrément en créer de nouveaux. Évidemment, ils doivent rendre compte à la hiérarchie de l'état d'avancement des travaux et des responsabilités qui leur ont été confiées. Ils doivent également, en tant que comité qualité, veiller à ce que les nouveaux employés soient formés sur les outils tels que le 5S et tous les autres outils d'amélioration qui sont implémentés dans leur unité de travail. Et pour cela, ils peuvent demander le soutien des autres départements, des responsables de l'entreprise, pour apporter aux nouveaux venus dans l'entreprise ou aux nouveaux venus
service tous les éléments nécessaires pour être capable de bien faire leur travail. Et pour que ces activités d'amélioration deviennent des pratiques quotidiennes et une habitude au sein de l'organisation, il est bon d'instaurer une journée 5S ou Kaizen qui peut être tous les 5, 15 ou 25 de chaque mois ou à toute date prédéfinie que les membres du comité qualité en accord avec la hiérarchie auront choisi. Et naturellement, ce comité qualité a pour responsabilité, l'une de ses responsabilités majeures, c'est de contribuer à la résolution des problèmes liés aux fautes et erreurs récurrentes au sein de l'entreprise ou de l'unité de travail. Ça veut dire quoi? Lorsque les membres d'une équipe de travail se rendent compte que peut-être lors de leur production, il y a beaucoup de rebuts qui reviennent, où les clients se plaignent énormément des produits qui sortent de leur unité de travail, même sans attendre que leur hiérarchie les saisisse, ils peuvent s'auto-saisir et commencer à réfléchir pour proposer des solutions d'amélioration, des solutions qui peuvent aider à résoudre ces problèmes. Alors, j'ai parlé du 5S. Le 5S, en fait, c'est le premier outil, c'est un des outils du Kaizen, et je pourrais dire c'est le tout premier qu'on implémente dans une organisation. C'est celui sur lequel les autres outils viennent se greffer. Donc, lorsque dans une organisation, vous introduisez le Kaizen par le 5S, il est le meilleur outil qui permet aux autres outils que vous allez, de la qualité que vous allez implémenter, de bien produire, de donner les meilleurs résultats possibles. Alors, pour qu'un comité qualité fonctionne normalement, il est bon qu'il y ait un bon état d'esprit, qu'il y ait un esprit d'équipe au sein des membres de ce comité et d'ailleurs et au sein de l'unité de travail. Pour cela, nous allons voir dans la suite les caractéristiques d'un bon membre d'équipe, les compétences d'un bon membre d'équipe. Le bon membre d'équipe, je voudrais qu'on spécule un tout petit peu. Quelles sont selon vous les caractéristiques d'un mauvais membre d'équipe? Est-ce que vous pouvez en énumérer trois? Et quelles sont selon vous les caractéristiques d'un bon membre d'équipe? C'est-à-dire, vous appartenez à une équipe, qu'est-ce que vous attendez de vos collègues, vos collaborateurs de la même équipe, comme élément positif, comme attitude? Et qu'est-ce que vous n'aimerez pas voir comme attitude dans votre équipe? Si vous avez réfléchi à ces deux questions, alors je vais vous proposer de parcourir un condensé de qualité des bons membres d'équipe et du défaut que présentent les mauvais membres d'équipe. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle est représentative des réalités que nous rencontrons dans les organisations. Donc, un mauvais membre d'équipe, un bon membre d'équipe, un mauvais membre d'équipe, j'allais dire, en général, il est hypocrite, il est égoïste, il ne pense qu'à lui, il est très opportuniste, paresseux et inconscient. Il n'est pas toujours conscient des enjeux. À l'opposé de ce mauvais membre d'équipe, les qualités attendues d'un bon membre d'équipe, c'est la disponibilité. En général, les bons membres d'équipe sont disponibles pour l'équipe, intègres, honnêtes, fidèles, disciplinés. On peut leur faire confiance. Ils sont passionnés par la mission. Lorsqu'ils ont une tâche ou une mission à accomplir, ils le font avec passion et détermination. Ils sont soigneux et très responsables, rassembleurs, positifs, optimistes et enfin compétents. Vous voyez, la compétence n'est pas la dernière qualité. Mais en général, les autres éléments viennent mettre en valeur la compétence. Donc, si un bon membre d'équipe n'a que la compétence technique, sans avoir ces autres éléments, malheureusement, il risque de ne pas être productif. L'esprit d'équipe, le climat social au sein de l'équipe risque d'entraîner des conséquences négatives. Les types de compétences d'un bon membre d'équipe. Nous avons deux catégories de compétences. Les compétences ou aptitudes métiers et les compétences interpersonnelles. Donc, les bons membres d'équipe, en termes de compétences métiers, ils ont une expérience et une maîtrise de leur travail. Donc, ils ont un background solide sur le plan technique et sur le plan de la compétence, de la compétence technique relative à leur poste de travail. Et en général, ils ont une capacité individuelle à résoudre les problèmes. Ce ne sont pas des gens qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais face à un problème, généralement, ils ont une capacité à proposer des solutions en fonction des expériences qu'ils ont vécues dans le passé. Sur le plan interpersonnel, en général, les bons membres d'équipe sont ouverts et sincères. Ils soutiennent les autres
ils ont une prise d'initiative et ils ont un style positif. Nous allons dans la suite parcourir ces éléments de manière plus approfondie. Par rapport aux compétences ou aptitudes métiers, la première que nous recommandons, c'est l'expérience et la maîtrise du travail. Le membre expérimenté a un arrière-plan technique solide, donc il est techniquement compétent et il a une histoire technique, il connaît son travail, il a des expériences qu'il peut mettre en valeur pour trouver des solutions aux problèmes auxquels feront face son équipe. Il a une maîtrise du travail et il a des aptitudes à relier les choses, c'est-à-dire avoir une corrélation entre les différents éléments de son travail. Et je dirais même entre, il comprend mieux la stratégie de son entreprise. Évidemment, il a un bon sens de la mission et un jugement solide. À côté de ceux-là, les mauvais membres d'équipe, en général, c'est des personnes qui doivent mieux connaître le produit et le business. Ils appartiennent à une équipe de travail, à une entreprise, mais ils n'ont pas une bonne connaissance de leur entreprise, une bonne connaissance de leur business. Donc, ils ne comprennent pas tous les enjeux. Et dans ce cas, ils ne saisissent pas les choses dans l'ensemble. Ils peuvent ignorer des questions stratégiques. C'est pour ça que vous pouvez voir un membre d'équipe qui, lors d'une prestation chez un client, peut dénigrer ou critiquer son entreprise devant le client. C'est parce qu'il ne comprend pas les enjeux stratégiques que cela représente. Et en général, c'est des personnes qui ont besoin de mieux comprendre le projet, la stratégie de leur entreprise ou de leur équipe de travail. Toujours sur le plan des compétences ou aptitudes métiers, nous avons la capacité individuelle à résoudre les problèmes. Donc, un bon membre d'équipe, en général, est compétent dans la résolution des problèmes. Il est proactif en recherche de solutions. Face à un problème, il ne se focalise pas sur le problème, il se projette dans la recherche des solutions. Et il est actif et constructif lors des discussions autour des problèmes. C'est-à-dire, lors d'une discussion en équipe, son objectif n'est pas de dominer, mais il participe à créer un climat favorable à la recherche et à l'implémentation d'une solution adéquate. En général, il essaie de garder tout le monde ensemble. Il garde son équipe, il est un peu comme l'élément central qui permet à tout le monde, à l'équipe de rester soudée, unie. À côté de cela, il y a des aptitudes contre-productives dans la résolution des problèmes. En général, c'est des membres qui ont beaucoup à contribuer, mais qui paraissent préoccupés par d'autres choses que des questions discutées. Donc, pendant qu'on essaie de réfléchir sur comment trouver une solution à un problème auquel l'équipe fait face, ils vont plutôt se préoccuper de qui a créé le problème, ils vont plutôt se préoccuper des individus, des conflits interpersonnels. En général, ils sont source de conflits au sein d'une équipe. Et l'une des causes, c'est qu'ils restent focalisés sur le problème et ne se projettent pas dans la recherche des solutions. Et ils sont catégoriques, rigides, carrés. Ce qu'ils disent, ou vous implémentez cela, ou ils vous abandonnent, ils ne sont plus avec vous. Sur le plan des compétences interpersonnelles, la première compétence, c'est le soutien aux autres, l'attitude positive. Un bon membre d'équipe a des attitudes qu'on attend, des attitudes dites positives. Il est prompt à mettre la main dans la pâte. C'est-à-dire qu'il est au service de l'équipe et il se donne à fond pour que l'équipe réussisse sa mission. Il aime travailler en background. Ce n'est pas celui qui veut toujours se mettre en avant et dominer les autres. Il est prêt à être un soutien pour les autres. Il est prêt même à créer un pont pour permettre à l'autre de réussir sa mission sans que cette personne ne puisse même s'en rendre compte. Il est tout simplement content du résultat obtenu, mais pas du fait que sa personnalité a été mise en avant. Pour cela, il est toujours prêt à aider les autres et il a un très bon sens de l'écoute. À l'opposé, on a des attitudes négatives. Ces personnes-là tendent à marcher sur les gens, sur leurs collaborateurs, sur les collègues, à condition que leur travail soit bien fait. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils ont à faire, à leurs propres tâches. Ils ne voient pas la globalité des tâches. Ils ne comprennent pas que même s'ils réussissent très bien leur travail et que les autres collègues n'arrivent pas à bien faire le leur,
au final, le produit final ne sera pas bon, l'entreprise va échouer. Et ces personnes sont généralement orientées vers eux-mêmes. Je, moi. Ils ont tendance à ne voir qu'eux, à ne penser qu'à eux, à tout focaliser autour de leur propre personne. Nous pouvons également dire que les attitudes positives sont les attitudes des gagnants. Et en général, les gagnants sont ceux qui croient en la victoire commune. Quelle que soit la compétence, le talent d'un joueur de football dans une équipe, si l'équipe ne gagne pas, au final, ce joueur n'aura pas gagné, même si son équipe a perdu. Donc, quand l'équipe perd, tout le monde perd. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Et les gagnants le savent. À côté d'eux, il y a des perdants qui croient que pour qu'ils gagnent, quelqu'un doit perdre. Ils cachent leurs compétences, ils n'aident pas les autres à être meilleurs, ils voudraient qu'on voit qu'ils sont les seuls à être bons. Mais ce n'est pas bon pour l'entreprise, ce n'est pas bon pour l'organisation. On doit être une équipe forte, on doit être une équipe vainqueur, une équipe gagnante, et non des individus gagnants. Il y a le langage à utiliser au sein d'une équipe comme compétence interpersonnelle. En général, il y a le langage constructif. Lors d'une discussion ou d'un malentendu entre deux collaborateurs, deux collègues, celui qui utilise le langage constructif sera tenté de dire à son collègue à utiliser les phrases comme celle-ci. Aide-moi à comprendre pourquoi tu te sens de cette manière. Pourquoi est-ce que tu te sens mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je ne comprends pas très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire pour améliorer notre relation de travail, notre relation professionnelle? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux et que tu sois plus productif? Et à l'écoute de son collègue, il peut chercher à obtenir un feedback en lui demandant « Est-ce que j'ai bien compris? Laisse-moi voir si j'ai compris ce que tu essayes de me dire. » En répétant avec ses propres mots ce qu'il croit avoir compris, son collègue peut rectifier s'il y a eu erreur. Et ainsi, ils auront un même niveau de compréhension de la situation. Et à partir de ce moment, ils peuvent ensemble trouver la solution pour avoir toujours au sein de l'équipe un climat favorable à l'amélioration de la qualité de la productivité. À côté de ce langage constructif, il y a un langage destructeur qui est malheureusement fréquent dans nos organisations. Lorsqu'un collègue ou un collaborateur se sent très mal, on a tendance à lui dire « Tu n'as aucun droit de te sentir comme cela. Quel est même ton problème ?» On va parfois jusqu'à lui dire « C'est ta faute » sans l'avoir écouté, sans avoir essayé de comprendre pourquoi il se sent mal et essayer de l'aider à sortir de cette situation difficile. Et parfois, on lui dit « Je pense que tu demandes un peu trop. » Et ça peut arriver lorsqu'il pense qu'un de ses chefs ou un de ses managers devrait lui donner plus d'explications. Et ses collègues vont lui dire, attends, tu demandes un peu trop. Le DG n'a pas besoin de te donner une explication. Ah ben oui, je vous dis, le DG peut donner une explication à ses collègues. C'est une équipe de travail. Un bon leader est celui qui sait amener ses collaborateurs à regarder dans la même direction que lui et à essayer d'aller même plus vite que lui. D'ailleurs, comme l'a dit quelqu'un, je suis un bon leader parce que je sais m'entourer d'hommes plus intelligents que moi qui m'aident à produire le meilleur résultat possible. Et quand bien même parfois nous arrivons à reconnaître nos erreurs, on dit « Désolé, c'est comme ça que je suis. Alors accepte-moi tel que je suis. Je suis agressif, je suis violent, je m'en excuse, mais tu dois me supporter. » Ah ben non. Ton collègue, ton collaborateur n'est pas obligé de supporter des humeurs. De la même manière qu'il doit faire un effort, toi également, tu dois faire un effort pour t'améliorer. En ce sens que c'est en travaillant en équipe que vous allez produire les meilleurs résultats possibles. Ceci dit, en conclusion, je vous dirais, si vous ne travaillez pas comme une équipe, alors cette citation de Martin Luther King risque de s'appliquer à vous. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, comme une équipe. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Un comité qualité, c'est des personnes qui travaillent ensemble. Ils apprennent à vivre ensemble pour améliorer les conditions de travail et la productivité à leur poste de travail. Ceci dit,
Si rien ne change en nous, rien ne changera autour de nous. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo va vous permettre de mettre en place des comités qualité dans vos organisations et de contribuer à l'amélioration de la qualité de la productivité.